déjà 3 semaines que le Hamas a lancé son attaque terroriste sur le territoire israélien. Une vingtaine de jours plus tard, le pays de Netanyahou multiplie ses frappes et étend ses opérations terrestres sur la bande de Gaza. Alors que les combats s'intensifient, une autre guerre se met en place, celle de l'information. Entre les chiffres, les images, les fake news, chacun donne sa vision des faits, raison pour laquelle Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la DGSE, nous partage son analyse du bouleversement international en cours. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a 1 heure devant nous pour décrypter l'actualité internationale et particulièrement le conflit israélo-palestinien. Et je voudrais commencer cet entretien. Je voudrais qu'on parte d'un épisode majeur qui, je crois, restera comme marquant de ce conflit. C'est un épisode qui a fait énormément parler il y a quelques semaines maintenant. Je pense à l'incident à l'hôpital Al-Ali Arabi de Gaza. Le 18 octobre. Pour rappel, donc, cet hôpital a été bombardé. Dans l'heure, le Hamas explique dans un communiqué que l'armée israélienne vient de causer la mort de 200 à 300 personnes. Très vite, beaucoup de médias internationaux ont accrédité la thèse du Hamas avant de rétropédaler, parce qu'il semblerait que cette histoire soit bien plus compliquée que ça. Quel regard vous portez sur cet épisode ? Si vous voulez, d'abord, comme ancien du renseignement, je dirais que c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois que un des belligérants tire sur un hôpital, en tout cas que l'autre l'accuse d'avoir tiré sur un hôpital. Je vous rappelle qu'on l'a connu en Ukraine, je vous rappelle qu'on l'a connu en Irak, je vous rappelle qu'on l'a connu à chaque fois. Bon, ça fait partie des histoires qui toujours touchent, parce que derrière, il y a un point qui est essentiel, c'est que les belligérants vise l'émotionnel. Dans notre civilisation occidentale, chez nous, chez les Occidentaux, l'émotionnel prime sur le factuel, de plus en plus souvent, et malheureusement d'ailleurs. Et du même coup, alors on joue sur l'émotionnel. Alors évidemment, quand vous dites « ils ont bombardé un hôpital », il y a des centaines ou des dizaines ou des centaines de pauvres gens qui étaient malades et qui sont morts, tout le monde est horrifié en disant « ce sont des salauds ». Bon. Je vous disais, à chaque fois, c'est la même histoire. Bon. Il y a la réponse technique. La réponse technique, c'est de dire, de plus en plus, on s'aperçoit que dans les guerres, les opposants, enfin ceux qui mènent la guérilla, si vous voulez, où un des combattants utilise les hôpitaux en se cachant dessous pour en faire des PC ou des postes de liaison radio. C'est-à-dire qu'ils essaient de se protéger des tirs de l'ennemi par les malades, par la Croix-Rouge de l'hôpital. Ça, c'est classique, c'est pratiqué très souvent, on l'a vu dans tous les coins du monde. Bon, c'est pas une nouveauté. Donc la question dans cette affaire-là, précisément, c'est de dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Voilà. Alors, bien sûr, le Hamas, au départ, dit, ils ont tiré sur l'hôpital, il y a 200 morts, puis après 300, puis on fait monter le nombre de morts. Bon, on dit après tout, dans le cadre du bombardement de Gaza, il peut parfaitement avoir un missile d'un avion qui a raté sa cible et qui a tiré sur l'hôpital. On ne peut pas croire que les Israéliens ont tiré délibérément sur l'hôpital, mais une erreur de tir, ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le dit. C'est ce que les militaires appellent les dégâts collatéraux. Bon. Donc, première idée, bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a les Israéliens qui disent « mais pas du tout, c'est pas nous, c'est une roquette » tiré par le Hamas, qui est monté, qui a été touché par une fusée, les nôtres, les israéliennes, du dôme de fer, et du coup, ce sont les débris qui sont retombés à côté de l'hôpital, dans un parking, et il montre un trou qui fait effectivement 1 mètre de large, au milieu de voitures. Et puis on en est là. Alors, du côté européen, du côté occidental, tout le monde dit, évidemment, les Israéliens ont raison, regardez la taille du trou, c'est dans un parking à côté. C'était un parking de voitures, donc en plus, il n'y avait pas de réfugiés, il n'y avait pas de gens. Donc, allez, il y a peut-être eu 10 morts, et c'est rien. Mais quand vous regardez ce qu'ont montré l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit ? Quand vous parlez de l'autre côté, vous parlez du côté des Palestiniens. Et c'est ressorti dans les télévisions, pas occidentales, dans d'autres télévisions. Quand on regarde ce que montrent les autres, on voit en définitive, qu'il y a un tir de missile
On entend plutôt un tir de missile qui, visiblement, c'est pas une roquette, parce que ça a un bruit. Les roquettes tirées par le Hamas, elles ont un bruit bien caractéristique. Bon, ça, c'est un tir de missile tiré d'un avion, ça s'entend très très bien. On entend le tir du missile, et au moment où on n'entend plus le bruit du missile, il y a l'explosion, et c'est l'explosion, effectivement, à cet endroit-là. Donc, les autres disent, vous voyez, il y avait un missile qui a bien été tiré dans cet endroit-là. Alors, ceci étant, c'est vrai qu'ils n'en montrent pas plus. Ils ne vous montrent pas l'hôpital détruit ou autre chose. Donc, je crois que dans cette affaire-là, il faut être, une fois de plus, comme dans toutes ces histoires, il faut être extrêmement prudent et se dire que on ne saura la vérité que le jour où il y aura une enquête internationale, j'ai bien dit internationale, pas dépendant d'un des belligérants, parce qu'évidemment, il ne va pas vous dire qu'il a eu tort. Donc il faut une enquête internationale qui regardera et qui dira oui, il y a eu ça ou ça. Quelques jours après cette histoire, des médias internationaux ont rétropédalé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le New York Times, par exemple, a fait son mea culpa, etc. Oui, parce que justement, au départ, ils ont cru, les Palestiniens, ils ont dit, à l'évidence, c'est un tir d'un missile, c'est un tir israélien. Mais après, quand les Israéliens ont montré le cratère en disant, mais c'est ça, on dit, ah ben non, c'est pas possible qu'il y ait que 200 morts ou 300 morts avec un petit cratère qui est ridicule, qui est même pas la taille d'une voiture. Ça fait pas 300 morts. Donc il y a quelque chose qui va pas. Et pour autant, selon vous, si je vous suis, quelques jours après, quand on fait l'état des lieux de cette affaire et qu'on dit que le Hamas dit des mensonges à ce sujet, est-ce que le terme mensonge est un terme disproportionné ? Ah non, moi je dis pas mensonge, moi j'appelle ça... Non, je sais que vous le dites pas. Non, moi je dis que c'est dans une guerre, et c'est une guerre, tous les belligérants utilisent tous les moyens pour convaincre qu'ils ont raison. Et le problème des Occidentaux, c'est que à chaque fois, on se fait berner. Vous n'en souvenez pas, mais par exemple, quand il y a eu la Roumanie et a pris sa liberté, je dirais, quand ils ont renversé le dictateur qui était Ceausescu à la fin de l'Union soviétique, on nous a montré des morts en quantité qui avaient soi-disant été torturés par la police politique roumaine. Et on a su 2-3 mois après, alors ça a fait un scandale, on a dit c'est des salauds, on a raison de tuer Ceausescu et sa femme, ce sont des monstres. Ok, et ils ont été assassinés, il n'y a pas d'autre terme, ils ont été jugés dans des conditions invraisemblables et condamnés à mort, exécutés sur le champ. Je ne dis pas que Ceausescu était un ange, ni sa femme, c'est pas ça du tout. Mais ce qui est terrible, c'est que 3 mois après, on a appris que c'était des corps qui avaient été sortis de la morgue et qu'on les avait utilisés en disant que c'était des corps qui avaient... Donc une manipulation de l'information totale. Et je constate que chaque fois, il y a manipulation de l'information dans quantité de choses, si vous voulez. Et à chaque coup, c'est pareil. Donc il faut être extrêmement méfiant parce que on ne sait pas... Tant qu'on n'a pas, je dirais, la preuve réelle amené par une commission internationale. J'ai bien dit internationale, pas des ONG qui sont manipulées politiquement par les uns ou par les autres. Pas par un des belligérants, qui évidemment vous dit que c'est l'autre qui est coupable. Mais si vous avez une enquête vraiment internationale qui statue et qui dit, ben oui, il n'y a pas le moindre doute, alors là, vous pouvez le croire. Et quand le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, condamne dans la soirée et par un communiqué condamne les bombardements d'Israël, oui. Est-ce que c'est une faute politique grave ? Ah non, mais attendez, c'est pas du tout. Pas du tout, parce que là aussi, en droit international, alors je sais que le droit, on l'utilise quand ça vous rend service et on l'oublie quand c'est de l'autre côté. Malheureusement, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça fait partie de la manipulation de l'esprit ou des gens, si vous voulez, par l'information. Quand on vous dit vous ne devez pas tirer sur la population civile, délibérément, évidemment. Parce que si vous tirez délibérément sur la population civile, c'est ce qu'ont fait le Hamas quand ils ont tiré sur les pauvres gens dans les kibboutz. Donc c'est inacceptable. Mais il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. C'est inacceptable pour tout le monde. Donc quand la France dit « ne tirez pas sur les populations civiles à Gaza »,
la France est dans son rôle de dire il y a des règles du jeu qu'il faut respecter. Elles sont pas faciles, c'est pas simple. Quand on fait la guerre, c'est pas simple de respecter toutes ces règles. Mais il faut essayer en tout cas de le faire d'y être le plus près possible. Si vous ne le respectez pas, à ce moment-là, vous vous mettez vous-même hors la loi. Et vous n'avez pas le droit de vous mettre hors la loi. Aucun pays au monde, aucune raison ne justifie qu'on se mette en dehors des lois. Des lois qui sont les lois de la guerre, les conventions de Genève. Les conventions de Genève sont très précises. Et il y a un minimum de règles à respecter. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crimes de guerre dans toutes les guerres. Parce que dans toutes les guerres, il y a des crimes de guerre d'un côté et de l'autre. Vous voyez on regardait, et c'est pas pour diminuer, mais bien au contraire, c'est pas pour excuser non plus. Mais regardez les bombardements actuellement sur Gaza. Bon, on en est actuellement à, je crois, à l'ordre de 8000 ou 9. Enfin, ça monte tous les jours. Ça monte, évidemment. Hier, ils ont tiré, je sais pas combien, 500 ou 600 cibles. Donc, évidemment, il y a des morts civiles. Bon, ça monte tous les jours. On commence à dire, ça en fait beaucoup. Mais les mêmes qui disent ça oublient que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a balancé une bombe atomique sur Hiroshima, 400 000 morts. Ou 300 000 morts. Sur Nagasaki, pareil. Que les Anglais ont bombardé Dresde, 500 000 morts. D'Hambourg, 700 000 morts en une nuit. Il n'y avait que des civils, parce que les hommes, ils étaient en train de se battre au front. Donc, si vous voulez, on a beau jeu aujourd'hui de dire « Ah, c'est affreux, c'est inacceptable et tout », nous l'avons fait. Et c'est bien là le problème, si vous voulez, c'est que on veut jouer les redresseurs de vertu, mais dans un certain nombre de cas, on n'a pas été irréprochable dans le passé. Mais je vous pose la question, c'était pour savoir, est-ce que le Quai d'Orsay n'aurait pas dû se précipiter et attendre davantage d'éléments avant de condamner les attaques concernant l'hôpital, j'entends. Oui, je crois que les enfants... Vous savez, le Quai d'Orsay, ils ont quand même, il ne faut pas oublier qu'ils ont des gens à Gaza, Oui. D'ailleurs, ça pose un problème, parce qu'aujourd'hui, on aurait bien les faire sortir, on ne sait pas comment. Ils ont des gens à Gaza. Donc, je pense qu'ils avaient des informations. Ils ont eu tout de suite des informations. Et je ne vous dis pas qu'ils ont eu raison ou tort, puisque je vous dis, on ne saura qu'à la fin. Mais c'est sûr que les informations qu'ils ont reçues leur ont fait penser à ce moment-là, et il n'y a pas que d'ailleurs, parce que le président de la République a dit attention, il y a des règles à respecter. Tout le monde a dit attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. À propos du Hamas, ce mouvement est parvenu en l'espace de quelques heures à faire basculer l'opinion publique. Qu'est-ce que ça dit de ce mouvement terroriste ? Ils jouent leur jeu. Ils essaient, chacun essaie, c'est normal, des deux côtés, chacun essaie de raconter des choses. Regardez les Israéliens, ils vous ont montré les images des 5 kibboutz qui ont été attaqués. Ils ne vous ont pas montré les images des 2 camps militaires qui ont été attaqués. Dans la presse et la radio, je m'étonne que personne ne le dise, et pourtant tout le monde le sait. Il y a un général qui a été pris et qui est en otage, un général israélien. Il y a des officiers et des sous-officiers israéliens. Il y a des soldats israéliens. On dit, actuellement, quand on lit un peu ce qui se dit dans d'autres pays que la France, il y aurait une 50aine d'otages militaires. Personne n'en parle. On ne parle pas de l'attaque des camps militaires israéliens. On ne montre que les kibboutz. Là aussi, c'est de la désinformation. Mais ça se comprend, parce que d'un autre côté, montrer les kibboutz et les pauvres gens qui ont été massacrés dans des conditions épouvantables, c'est affreux et ça fait réagir avec son cœur en disant c'est insupportable, alors que si on montre des gars qui se battent à la Kalachnikov contre des militaires et qui les prennent, là c'est plus du tout la même chose, on dit ça c'est la guerre. Donc d'un côté on dit avec raison c'est du terrorisme pur et dur dans toute son horreur, de l'autre côté la réaction c'est ça c'est la guerre, ils se tirent entre militaires et opposants, Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On est sujet à des quantités de manipulations. C'est ça. Et dans des guerres comme celle-là, on voit que des deux côtés, ils sont très bons. Il faut dire la vérité, ils sont très bons. Dans leur style, bien sûr. Moi, je ne veux pas dire que j'approuve ni l'un ni l'autre. Je précise tout de suite. Je trouve que ni l'un... Je ne suis pas plus d'accord pour ces horribles massacres qui ont pu avoir, qui sont inacceptables. Pour que des gens aient pu donner l'ordre de faire ça, c'est invraisemblable. Mais d'un autre côté aussi, enfermer 2 millions de personnes dans un camp, avec des frontières fermées, et puis balancer des bombes tout dessus en disant, dedans, parmi vous, il y a des coupables, mais tout le monde va payer. Non. Parce que c'est ça la réalité. C'est pas acceptable non plus. L'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, oui. a expliqué
aujourd'hui, nous sommes le lundi Oui. 30 octobre, a expliqué que la guerre pourrait durer entre 6 mois et 5 ans. Alors d'abord, j'ai 2 questions. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux la déclaration d'un ancien Premier ministre? Et la deuxième question, c'est doit-on s'attendre à une guerre très longue, malgré la force de Tsahal? Et pourquoi? D'abord, il se trouve devant la guerre en ville, c'est toujours. Si on regarde ce qui se passe depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit que peu à peu, les combats ont évolué de combats en race campagne. Guderian en 40 avec les blindés qui traversent la France direction Bordeaux. Hein. Et puis les combats qui sont passés en Irak, par exemple en Syrie ou ailleurs, où là on voit que ce sont des combats dans les villes. Bon. Et le combat dans les villes, c'est extrêmement difficile à mener pour les militaires, même s'ils ont appris depuis quelques années à le faire. C'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que c'est très coûteux en vie humaine. C'est extrêmement dangereux parce que quand vous avancez en ville, de toutes les fenêtres autour, des bâtiments autour, on peut vous tirer dessus. Et donc, les soldats qui avancent, ils sont en permanence exposés à se faire tuer par les snipers. On l'a vu au Kosovo, on l'a vu à Sarajevo, on l'a vu partout. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on connaît. La guerre en ville, on sait ce que c'est. Quelle est la solution dans la guerre en ville ? On le sait maintenant, la seule solution raisonnable, c'est d'attaquer et de détruire tous les immeubles qu'il y a autour de vous. On fait le vide, si vous voulez. Parce qu'une fois que l'immeuble est tombé, évidemment, les snipers qui étaient dans les étages, ils sont dans les décombres. Donc, vous pouvez avancer. Donc, c'est une guerre extrêmement lente, parce qu'on avance de 20 mètres ou 30 mètres, on détruit l'immeuble en face, il tombe. On vérifie bien sûr qu'il ne reste pas des militaires, des snipers ou autres dans les décombres. On avance de 30 mètres et ainsi de suite. Alors quand vous êtes dans un endroit comme Gaza, qui est une ville qui est la plus dense du monde, Gaza, c'est le pays le plus dense du monde avec 2,3 millions, vous savez, 2,3 millions personnes sur 40 km, sur 10 km. C'est unique au monde. La densité, il n'y a qu'à voir les photos, d'ailleurs, d'avant les bombardements, les maisons sont au touche-à-touche, les immeubles sont au touche-à-touche. Donc, on voit bien que ça va être extrêmement lent parce que pour arriver à avancer, il va falloir qu'ils détruisent quantité de maisons. Et à ce moment-là, ils vont avancer. Et ils avanceront parce qu'il n'y a pas de problème. Ils ont les moyens. Tsahal est une armée efficace. Ils vont progresser. Mais dans le cas, et c'est pour ça que ça va se compliquer, c'est que dans le cas de Gaza, il y a un deuxième élément que tout le monde avait oublié au début de cette guerre, c'est les tunnels. On commence à en parler maintenant, enfin. Les tunnels, ce sont il y a des kilomètres, on estime à 500 kilomètres, certains disent 500 kilomètres, d'autres 200 kilomètres de tunnels à Gaza. Donc vous voyez, pour 10 kilomètres de long sur 10 kilomètres, 40 kilomètres de long sur 10 kilomètres de large, ça en fait beaucoup. Bon, il y a des tunnels, et ces tunnels, ils sont entre 20 mètres et 40 mètres sous terre. Et c'est là-dedans que le Hamas... Alors, le tunnel ne sert pas uniquement qu'à sortir ou rentrer dans Gaza. Le tunnel sert aussi comme usine, comme lieu de stockage, comme lieu de protection. Il est certain que les otages, par exemple, sont dans des tunnels aujourd'hui. Et pas des tunnels à 20 mètres, parce que les bombes actuellement, les bombes perforantes, si je peux dire, anti-blocos, arrivent à percer jusqu'à 20 mètres. Donc elles peuvent toucher des tunnels, mais pas au-dessous. Donc on peut penser que les otages sont dans la zone la plus basse des tunnels. Vous voyez ? Et donc ça va durer extrêmement longtemps. Alors qu'est-ce qu'ont fait les Israéliens pour essayer de réduire la durée ? Ils interdisent la fourniture d'essence à Gaza, la fourniture, tout, d'ailleurs, essence, nourriture, la nourriture, ils la laissent rentrer maintenant au compte-gouttes par Rafah, mais pour l'essence, ils l'ont interdit. Pourquoi ? Pour que les groupes électrogènes ne fonctionnent pas. Et pourquoi ? Parce que les groupes électrogènes amènent de l'air dans les tunnels. Et que si vous n'avez pas cette circulation d'air dans les tunnels, l'air peut devenir rapidement irrespirable. Donc vous voyez, tout ça fait que c'est toute une planification, c'est très complexe. Après la guerre du surface, on va avoir la guerre des tunnels.
Et dans cette guerre des tunnels, les Américains ont fait l'expérience au Vietnam, autour de Chi Minh Ville, autour de Saigon, où ça arrivait, mais les gars, ils étaient simplement repliés. Alors que là, ils sont chez eux dans les tunnels. Mais un peu comme on a vu, entre parenthèses, à Mariupol, où les Ukrainiens étaient repliés. Vous vous souvenez, la division là-bas était repliée dans les tunnels, dans les caves et les souterrains de l'usine de Mariupol. Eh bien, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cerné, mais ils n'ont pas pu rentrer, parce qu'ils savaient très bien qu'en rentrant, ils allaient se faire massacrer, parce que là, c'est du 1 contre 1. Quand vous êtes dans un tunnel dans l'obscurité, c'est le premier qui tire et encore qui va toucher l'autre. Donc, vous voyez, donc on est... Alors là, ça peut prendre beaucoup de temps, parce que il faut du temps pour coincer les gens, pour qu'à la fin, ils cèdent. Alors, ça dépend de comment ils respirent, ça dépend de qu'est-ce qu'ils ont à manger, qu'est-ce qui reste comme eau, et ainsi de suite. Et là, ça va se compliquer parce que là-dedans, vous allez avoir les otages. Vous voyez, donc c'est d'une complexité folle et ça ne va pas se régler en 8 jours. À propos de la France, Emmanuel Macron, lors de son séjour en Israël, a proposé une coalition internationale contre le Hamas. Est-ce que la France, absente depuis plusieurs années dans le Proche-Orient, peut reprendre progressivement une position forte dans la région? Non, parce qu'elle est... Vous ne pouvez pas prendre parti, je crois, mais si vous voulez... Vous ne pouvez pas être dans un camp et dans l'autre. Le en même temps, dans une affaire comme ça ne marche pas. Nous, on a pris clairement, comme tous les pays occidentaux, ou pratiquement tous, à quelques exceptions près, tous les pays occidentaux ont dit c'est inacceptable, Israël a subi une chose épouvantable, donc on est avec Israël et on va les voir. Et tous les chefs d'État, Mme von Leyen, Mme Meloni, Olaf Scholz, tout le monde a été voir Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou et le président Herzog en leur disant « on est avec vous, c'est terrible ce qui vous est arrivé ». Bon. Pour les gens des BRICS et les autres, en gros 140 pays dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit désescalade. Ils n'ont pas dit pauvre Israël, ou ils disent pas non plus pauvre Hamas. Ils disent il faut arrêter. Il faut négocier. Parce qu'ils disent la situation est insupportable, mais il faut négocier parce que sinon elle continuera à être insupportable. Vous voyez? Mais ils sont crédibles parce qu'ils n'ont pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. Alors après, vous avez ceux qui ont pris parti pour le Hamas, comme l'Iran, comme l'Algérie, qui a pris parti. Il ne faut pas l'oublier. L'Algérie ou la Tunisie, ils ont pris parti pour le Hamas. Alors il faut quand même y penser, ça, parce que personne n'en parle, mais il faut quand même le dire. Ceux-là, ils ont pris parti pour le Hamas, donc évidemment, ils ne peuvent pas non plus être médiateurs. Donc les médiateurs, ce sont des gens qui sont relativement neutres. Et je remarque d'ailleurs que la Chine a fait passer un message pour dire il faut la désescalade, il faut trouver des solutions de paix. Les Chinois, ils jouent le rôle de grands frères que d'autres ont joué avant, dans lesquels ils disent nous, on ne veut pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver une solution durable pour qu'il y ait la paix dans cette région. Quelle lecture vous faites de la position que prend l'Algérie là-dessus ? Je crois que d'abord, cette position-là devrait nous faire réfléchir quand même. Je suis très surpris, moi, que l'Algérie, depuis, accumule les prises de position contre le bloc occidental. Je vous rappelle quand même que l'Algérie soutient la Russie et achète du matériel militaire russe, que l'Algérie, maintenant, soutient le Hamas contre tout le monde. Bon, le moins qu'on pourrait reconnaître et qu'on pourrait dire, c'est qu'ils ne sont pas exactement dans la même ligne que nous. Les Algériens considèrent, en conscience, parce que moi je ne suis pas en train de dire, ils considèrent en conscience que la situation de la Palestine aujourd'hui, parce que je pense que quand ils disent ça, ils dépassent l'histoire du Hamas, ils disent il faut régler le problème palestinien. Bon, de ce côté-là, ils n'ont pas tort. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on s'arrête à une première étape, à une première échelle. Dans un premier temps, on dit, et c'est vrai, ce qui s'est passé est insupportable, inadmissible, c'est des assassinats monstrueux. Bon. Mais dans un deuxième temps, notre président l'a dit, dans un deuxième temps, on dit, bon, écoutez les gars, essayez d'aller un peu plus loin, il serait temps quand même de se dire qu'il faut trouver une vraie solution au problème des Palestiniens. Ça fait que 50 ans que ça dure. Il va peut-être falloir un jour qu'on impose une solution, puisque visiblement, les deux parties ne sont pas capables de s'entendre sur quelque chose.
Donc il faut que ce soit des grandes puissances qui disent voilà les nouvelles règles du jeu, voilà comment ça va se passer. La solution, elle viendra d'ailleurs, mais des grandes puissances crédibles pour les deux parties. Vous voyez, sous toute la complexité de cette affaire. Il y en a une qui existe, de grande puissance, capable de jouer le métronome. C'est difficile parce qu'effectivement les États-Unis ont pris parti pour Israël, c'est normal, c'est leur allié traditionnel dans la zone, ils ne vont pas la laisser tomber. Et tout de suite, d'ailleurs, j'ai remarqué le nouveau speaker de la Chambre des représentants, dès son élection, a dit « on va aider Israël ». Ce qui, entre parenthèses, veut dire « on n'est pas prêt d'aider l'Ukraine ». Et moi, d'ailleurs, c'est une des contreparties de ce qui se passe, c'est de voir que Israël, tous les pays occidentaux sont prêts à le soutenir, alors que du même coup, et Zelensky l'a très bien dit, parce qu'il l'a compris, le président ukrainien, ça risque effectivement d'affaiblir l'aide occidentale vers l'Ukraine, quoi qu'en disent nos politiques, c'est clair. Donc après s'être désintéressé de ce conflit pendant les dernières décennies, les États-Unis, selon vous, pourraient se réinvestir dans cette région ? Je parle je crois qu'ils ont essayé avec Trump, avec les accords d'Abraham qui avaient été négociés par le gendre de Trump, ils avaient Jared, et ils avaient réussi en définitive à rapprocher les uns et les autres. Les Chinois ont continué le boulot en rapprochant les Iraniens et les Saoudiens, et on était en train de rentrer dans une époque où tout le Proche-Orient allait être pacifié. C'est-à-dire pour la première fois depuis 1950, il allait y avoir la paix au Proche-Orient. On était en train de vivre une période formidable, parce que derrière tous les gouvernements locaux, ils le disaient tous, ils disaient, s'il y a la paix, nos pays vont se développer de nouveau, l'Iran comptait bien se développer, tous les pays, la Syrie qui était rentrée de nouveau dans la Ligue arabe, enfin bref, tous les pays se disaient, on va en bénéficier. Et là, patatrac, le Hamas, avec son opération, a tout mis en l'air. Alors c'est intéressant parce que quand vous regardez les réactions des pays du Moyen-Orient, vous prenez l'Égypte, vous prenez les Émirats arabes unis, vous prenez la Jordanie, si vous regardez bien, ils ne remettent pas en cause les accords d'Abraham avec Israël. Le seul qui a dit « j'arrête les discussions et les négociations », c'est l'Arabie saoudite, parce qu'il est pour cause, puisqu'ils sont le gardien des lieux saints et que donc ils sont gardiens. C'est à eux de négocier avec Israël le problème de Jérusalem. Et ils étaient en train de discuter là-dessus. Mais en dehors de ça, les autres, ils sont restés très calmes et ils disent « il faut négocier, il faut négocier ». Donc ça montre bien que l'envie de la paix au Moyen-Orient est extrêmement forte. Et en définitive, le Hamas a mis un coup de pied dans quelque chose qui était en train de se construire. Donc je ne suis pas sûr que le Hamas, si vous voulez, en finale, dans cette affaire-là, il est bien joué. Alors certains vous diront, mais c'est terrible, ils ont mis un coup terrible. Allez. Non, en définitive, je pense qu'il n'a pas si bien joué que ça, parce que d'un côté, il a horrifié les Occidentaux. C'est pas une réussite, parce que ça veut dire que derrière, il sera beaucoup plus difficile pour eux d'avoir des aides dans d'autres parties du monde. C'était peut-être le but. Oui. Mais vous allez avoir, si vous voulez, dans cette évolution actuelle, le Hamas, il va avoir beaucoup moins de soutien qu'il n'en a eu. Au-delà des déclarations morales, non. Le problème, c'est, je pense qu'il y a une volonté générale au Moyen-Orient, c'est de trouver une solution, et ça c'est clair, trouver une solution pour faire la paix. Et les Israéliens, aujourd'hui, bien entendu, ils sont dans la alors je dirais moi dans la vengeance ou dans la loi du talion pour prendre la religion juive. Ils sont dans la loi du talion, donc ils veulent il y a une côté vengeance. On s'est fait massacrer des populations, c'est pas acceptable. Bon, il faut réagir. Mais une fois que cette réaction sera faite, une fois que Tzalal aura repris les choses en main, et qu'il n'y aura plus ce côté émotionnel, mais qu'on sera on sera rentré dans des combats, je dirais, plus classiques. Je pense qu'à ce moment-là, oui, il va s'ouvrir des espaces de discussion entre tout le monde, parce que le Premier ministre Netanyahou va être mis en difficulté. Dès que la pression va retomber, les gens vont lui demander des comptes. Il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui finançait le Hamas. Vous savez ça, Netanyahou a aidé le Hamas à battre le Fatah
à Gaza. Le Fatah, c'était l'organisation palestinienne, je dirais, pluriconfessionnelle, qui gérait Gaza, comme la Cisjordanie. Et Netanyahou a aidé au développement, ou du moins à la victoire du Hamas. Pourquoi ? Parce que le Hamas a toujours été contre les deux États. Il a toujours refusé un État palestinien à côté de l'État israélien. Et donc pour Netanyahou, c'était du pain béni, puisqu'il est avec eux. Il n'y a pas de risque qu'on nous impose un État palestinien à côté. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Alors, quand ça va se terminer, cette affaire, ou du moins quand ça va retomber, là, il va falloir rendre des comptes. Parce que Netanyahou aura certainement des comptes à rendre devant son propre peuple. Évidemment. Devant son pays, parce que les gens vont lui dire, mais enfin, vous avez fait un choix politique, regardez où ça nous a amené. Oui, c'est la prétendue supériorité absolue mais oui, israélienne. parce qu'ils ont péché. Mais c'est classique, parce qu'il faut, je crois c'est facile de dire, ils n'ont pas vu et tout ça. Mais quand vous êtes surpuissant par rapport aux autres, vous avez un sentiment de surpuissance tel que vous ne voyez plus des évidences. C'est connu, c'est classique, c'est dans tous les coins du monde, dans toute l'histoire du monde. C'est arrivé tout le temps. Il faut reprendre depuis Sun Tzu. Depuis Sun Tzu, ça a toujours été ça. Et il y a un moment où on est si fort qu'on croit l'ennemi incapable. Et c'est là où les problèmes commencent. Parce que lorsqu'on méprise l'ennemi, lorsqu'on ne le prend pas au sérieux, si l'ennemi arrive à s'organiser, à se structurer, ça peut être terrible. Et c'est ce qui s'est passé cette fois-là. Est-ce que c'est ce qui se passe aussi, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine ? C'est d'avoir sous-estimé la résistance mais bien entendu, il n'y a pas de doute là-dessus. Poutine s'est trompé sur l'attaque en Ukraine. Poutine s'est trompé parce que ses services de renseignement militaires et civils lui ont donné de fausses informations sur l'état de l'Ukraine. Il pensait, quand il a lancé la colonne depuis la Biélorussie, la colonne sur Kiev, il pensait qu'à la simple vue de la colonne de chars, tout le monde, tout l'état-major et Zelensky partirait en fuite généralisée. D'ailleurs, on le croyait nous aussi, puisqu'on lui a proposé un hélicoptère pour l'embarquer et pour l'emmener. Et qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas besoin de taxi. C'est là où tout a changé. Quand Zelensky, très courageusement, a dit « je ne pars pas, moi je reste », toute cette première vision russe qui était de dire on va renverser ce gouvernement fantoche en quelques jours pour mettre un gouvernement plus proche de nous, ça s'est effondré. Et la deuxième erreur des services, ça a été d'imaginer que en période de dégel, parce que c'était la période de dégel, les blindés pouvaient arriver à pénétrer à toute vitesse, alors que les blindés en période de dégel ne peuvent progresser que sur les routes, et sur les routes, ils sont bien entendu les cibles des drones, les cibles de tous les tirs possibles. Donc il y a eu deux erreurs, mais considérables, des erreurs d'appréciation. Mais exactement comme là, à l'évidence, le Shin Bet, le service de police intérieure, et le Mossad, et l'Aman, le service du renseignement militaire, ils se sont tous trompés, ils ont sous-estimé, ils n'ont pas cru une seconde que le Hamas était capable de monter une opération pareille. C'est clair. Mais entre parenthèses, le problème est encore plus grave, c'est que pour le moment, et selon ce qu'on entend, aucun des services occidentaux ne l'avait vu non plus. Il y a eu des bruits en disant les Américains, 3 jours avant, leur ont dit attention, il y a des mouvements divers, mais en réalité, personne n'avait l'information sérieuse sur ce qui allait se passer. Ça, c'est très grave parce que ça veut dire que des pays ou des organisations, là c'est une organisation terroriste, sont capables, lorsqu'ils sont bien formés, qu'ils ont bien compris comment ça marche, d'éviter le repérage par les services de renseignement occidentaux. Ça, c'est un problème sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse, non seulement les Israéliens, les gens du Shin Bet et ailleurs, mais de tous les services de renseignement occidentaux. Alors, on a parlé de la France, on a parlé des États-Unis, vous en avez parlé tout à l'heure, la Chine, oui. Qui a accentué son soutien à la Palestine. Comment vous analysez le poids de la diplomatie chinoise au Moyen-Orient depuis la... Attends, excusez-moi, je vais la faire. Comment vous analysez le poids de la diplomatie chinoise au Moyen-Orient depuis l'attaque du 7 octobre ? Je crois qu'il faut remonter avant. Il faut remonter le fait que les Chinois ont surpris tout le monde quand ils ont amené les Iraniens et les Saoudiens à se mettre d'accord. Ça a été une surprise générale au niveau des pays occidentaux parce que personne ne s'attendait à ce que les Chinois soient capables de faire ça. Ce qu'on n'avait pas regardé, c'est que les Chinois avaient signé un accord avec les Iraniens un an plus tôt de troc pour contourner les sanctions américaines, et qui est énorme sur 15 ans ou 20 ans, en gros, sur une très longue durée, avec des échanges énormes,
où on échange du pétrole, du gaz contre d'autres choses, avec des droits pour les bateaux de guerre chinois dans les ports en eau profonde, iraniens. Il y a quantité de choses dans cet accord. Donc ça veut dire que l'Iran, pour pouvoir s'en sortir sur le plan économique, a carrément joué la carte chinoise. C'est clair. Hein. Et d'ailleurs, entre parenthèses, mais les gens ne savent pas non plus, sans doute pas, la plupart de gens ne le savent pas, mais l'Iran est devenu ce qu'on appelle, nous, une ferme à bitcoin, le terrain favori des bitcoins, puisque pour faire des bitcoins, comme vous savez, ces monnaies numériques, il faut avoir des serveurs et ça consomme énormément d'énergie. Hein, et ça pose beaucoup de problèmes de pollution, je dirais. Eh bien, la plupart d'entre eux sont maintenant installés en Iran. Les Chinois, ils ont envoyé leur ferme à bitcoin en Iran. Les Russes aussi, d'ailleurs. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a, de ce côté-là, l'Iran s'est carrément mis de côté. Mais nous, on a essayé de l'encercler avec les sanctions, on a essayé de l'encercler en pensant que l'Iran allait rester enfermé sans pouvoir aller avec personne. Et aujourd'hui, non. L'Iran travaille avec la Chine, avec la Russie, avec les BRICS. Et ça, c'est très important, si vous voulez. Donc, on a ça. De l'autre côté, on a les Saoudiens, avec MBS, hein, avec Mohammed bin Salman. Bon, là aussi, nous, on l'a beaucoup critiqué, pour cause, d'ailleurs, pour l'affaire Khashoggi, quand ils ont exécuté, il n'y a pas d'autre terme, ils ont assassiné un journaliste qui était en Turquie, vous savez, au consulat en Turquie. Bon. Il faut, là aussi, tout à l'heure, au début, on parlait de désinformation. Ils l'ont bel et bien assassiné dans des conditions épouvantables, enfin bon, inacceptables. Mais l'homme n'était pas non plus blanc-bleu. Hein. C'était un ancien des services secrets, il faut quand même le savoir. Il était le secrétaire d'un des grands milliardaires qui avait été arrêté et mis en prison, enfin dans un hôtel de luxe, hein, à Riyad, le temps qu'il fasse un gros chèque, un très gros chèque, au royaume saoudien. Et là, il faut savoir qu'il a été entendu avec chaque milliardaire qui donnait ce chèque, que jamais il ne dirait comment ça s'était passé. Ça. Or, Khashoggi a parlé. Donc ça, c'est ça, l'histoire, la base de l'histoire au départ. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on peut excuser une horreur pareille, parce que c'est quand même invraisemblable que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, il va dans un consulat et vous l'exécutez. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais derrière tout ça, bin Salman, il est en train de changer son pays fondamentalement. Hein. Et il est en train de rentrer dans les BRICS avec tout ce que ça représente. Hein. Et il est riche. Parce que contrairement à ce qu'on nous raconte en France en particulier, hein, le pétrole, on nous dit, nous en France, en 2035, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de gaz, ça y est, on est aux énergies électriques et ainsi de suite. Ouais. Ça, c'est en France. Mais dans le monde, toutes les prévisions publiées cette année par les instituts spécialisés montrent que le pétrole et le gaz vont continuer à monter en production jusqu'en 2050 minimum. Donc ça veut dire que nous, on est en train de se battre, avec raison, pour réduire la pollution de la planète, mais on est bien seul, si vous voulez. On est bien seul, parce qu'il y a plein d'autres pays qui ne le font pas. Vous voyez ? Alors c'est tout ça, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que la Chine, elle a donné à la dernière réunion des BRICS, Xi Jinping a délivré un message extrêmement intéressant. Je regrette qu'en France, on n'ait pas parlé, on n'ait pas étudié le discours de Xi Jinping aux BRICS. Parce qu'il a donné un message de paix, d'échange, en disant « chacun peut avoir le système politique qu'il veut. Nous respectons tous les systèmes politiques, quels qu'ils soient, si les gens du coin trouvent que c'est bien. » Bon. Et par contre, on veut échanger, on veut faire du commerce avec tout le monde. La Chine, commerçante, on le sait depuis toujours, c'est leur truc, le commerce. Hein. Donc, alors, dans le cadre du Moyen-Orient, ils ont mis un pied en Iran. Ils ont accepté, très intéressant, ils ont négocié avec les Saoudiens le paiement non plus en dollars du pétrole et du gaz, mais en renminbi, c'est-à-dire en monnaie chinoise. Et les Saoudiens ont accepté. Donc, si vous voulez, il y a des échanges extrêmement forts dans cette zone qui se font avec la Chine. Donc la Chine est devenue un partenaire incontournable dans cette région. Et en plus, c'est un partenaire qui prône la paix.
Alors que nous, on prône la guerre, si vous voulez. Et ça, il faut bien le voir, si vous voulez. Donc il y a effectivement, je pense que la Chine est en train de monter en puissance à notre détriment. Hein, et les Américains pourront très difficilement... Alors, ils ont la force avec eux. Hein, on met 2 grands porte-avions à côté et on dit, si vous bougez, on tire. Bon, mais ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps. Derrière, il faudra bien trouver une solution. Et la solution se fera par négociation. Et la négociation ne se fera qu'avec des gens qui peuvent être les médiateurs. Alors je remarque que Erdogan est en train de se repositionner comme médiateur aussi. Mais Erdogan, il est quand même très tendancieux parce que c'est un frère musulman. Or le Hamas, c'est une émanation des frères musulmans. Hein. Oui, et puis les agissements d'Erdogan vis-à-vis de l'Arménie... Attendez, c'est scandaleux. D'ailleurs, et c'est là d'ailleurs où nous, quand je vois en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, hein, quand les autres pays nous disent vous avez 2 poids, 2 mesures, c'est vrai que les 120 000 personnes, les 100 000 personnes du Karabakh sur 120 000 habitants qui sont partis en une semaine de leur pays, hein, pour aller en Arménie sans qu'on ait rien dit, si c'est pas une forme de génocide, je sais pas ce que c'est. Hein, parce qu'ils ne sont pas partis uniquement parce qu'ils craignaient que les Azerbaïdjanais fassent quelque chose. Non, c'est parce qu'il y a eu des choses épouvantables qui se sont passées et qui a fait fuir tout le monde. Là, vous remarquerez que personne n'a rien dit. Comment vous l'expliquez, ce désintérêt général ? Mais parce qu'on ne s'intéresse qu'aux choses qui nous servent. Là, on n'allait pas intervenir pour l'Arménie parce que l'Azerbaïdjan nous envoie du pétrole. Et que donc, on trouve, et du gaz, donc on trouve les Azerbaïdjanais des gens très bien. Et donc, à ce propos des intérêts qu'ont chaque pays, quel est l'intérêt de la Chine à se positionner au Proche-Orient ? Est-ce qu'il y a... Mais la Chine, c'est les routes de la soie. La Chine, c'est les nouvelles routes de la soie, puisqu'ils ont évolué dans le concept. Hein. La Chine, elle est en train d'avoir une voie maritime, une voie terrestre, une voie routière, une voie ferrée, hein, vers l'Europe, depuis la Chine, et ça passe par le Moyen-Orient. Et à chaque fois, dans chaque pays où ça s'arrête, où ça passe, eh bien, c'est l'occasion de construire, de développer, de faire plein de choses. Regardez ce qu'ils ont fait au Pirée. Hein. Ils ont acheté le port du Pirée en Grèce. Tout le monde a dit c'est un scandale et tout. Bon, ils n'ont rien dit. Ils ont investi. Aujourd'hui, le port du Pirée, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Et c'est devenu un très grand port qui est concurrent de tous les autres ports de Méditerranée, alors que ce n'était pas le cas au début. Merci beaucoup, Alain Juillet, pour votre analyse et pour votre regard. Mais je vous en prie.